Bonjour à tous. Nous allons débuter cette table ronde donc avec sur la thématique c'est ne pas vivre à Paris ou en grande ville, une galère pour trouver du travail. La table ronde elle va se passer en plusieurs temps. Avant d'abord, on va vous expliquer un peu comment, enfin qui sont vos intervenants. Tous les quatre, on va se présenter un peu les uns après les autres. On va vous expliquer également ce que fait Head for Good et on va essayer de voir ensemble quels sont les enjeux et les solutions quand on n'habite pas dans une grande ville ou alors dans une ville de taille moyenne, qu'on n'est pas à Paris. Qu'est-ce que ça induit pour nous sur le plan du travail, mais également aussi sur le plan de la création de communautés? Comment est-ce qu'on fait pour essayer de trouver des solutions et aussi ce que ça induit sur tous les plans? Donc, on a dit que le sujet du jour, c'était ne pas vivre à Paris ou en grande ville, une galère pour trouver du travail. On va essayer vraiment de se focaliser un peu plus sur l'aspect professionnel, si je puis dire, mais en partant du principe tout de même qu'on n'a pas de personnes qui représentent la ruralité à travers notre panel, hein. Faut tout de même le préciser. On est tous dans des zones dites urbaines dans notre panel, donc c'est vrai qu'on ne pourra pas aborder cette question-là dans nos témoignages. On va pas vraiment se focaliser sur cet aspect-là. On va vraiment essayer de vous présenter un peu les enjeux et les solutions. Donc, je vais d'abord vous laisser la parole. À chaque intervenant, on va se présenter, nom, prénom, profession et ce que le sujet représente pour vous, en quoi vous vous sentez concerné par cette thématique. Je te laisse la parole, Alix. Je te laisserai Oui, débuter. merci Zenabou. Donc moi, mon prénom c'est Alix, je suis Digital Learning Designer et en fait, j'ai une vie d'expatrié depuis plus de 25 ans en fait maintenant. Oui, en 2000, on a commencé à s'expatrier. Donc on est parti au Sénégal pendant 8 ans, puis on était en Équateur, à Quito, à Jérusalem, à Bruxelles. Maintenant, je suis à Erevan en Arménie. L'Arménie qui est entre l'Iran et la Géorgie. Parce que souvent, j'en remarque, et moi-même, j'étais pas très claire où j'allais au départ. Donc voilà, donc c'est un peu mon boulot au départ nous a fait bouger. Et maintenant, c'est vraiment le boulot de mon mari. Donc on est en famille. J'ai deux enfants qui étudient en Europe. Donc c'est aussi une part de l'équation et une ado qui est à l'école ici en Arménie. Du coup, ta question, Zenabou, c'était juste situé simplement? Donc en Oui, fait, ça, oui, je suis en Arménie depuis 2 ans et je bouge tous les 4 ans de pays. Donc, au niveau boulot, c'est en fait plus challenging que je le pensais, parce qu'avant, j'étais plutôt dans des situations soit de volontariat, et j'ai décidé de passer justement en entreprise, parce qu'en fait, il y a quand même la grosse question alors la couverture sociale, ça, je suis couverte, pas la couverture santé, je suis couverte par mon mari, mais après, c'est la pension, quoi. Donc, quelque part, à un moment donné, il faut se dire, c'est bien le volontariat, c'est bien. Mais à un moment donné, aussi, je me sépare de mon mari, qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc, j'ai dû passer, j'ai vraiment fait le cap de passer. Et voilà, il y a beaucoup de choses à dire, mais je laisse d'abord les autres se c'est- présenter. merci, c'est très intéressant. Je pense qu'on aura beaucoup de choses sur lesquelles on va rebondir. Oui. Samir, je te laisse peut-être reprendre la main et nous expliquer aussi qui tu es, en quoi cette thématique t'intéresse. D'accord, donc moi c'est Samir. Alors je suis ingénieur chercheur de formation en informatique et j'ai fondé Babelcop. Donc Babelcop qui m'occupe aujourd'hui à 100%, c'est une coopérative de freelance entièrement online. Donc on travaille que de façon quasiment distancielle. Et en fait la mission de Babelcop c'est de nous en tant que freelance de nous aider les uns les autres à, à être en sécurité durable sans sacrifier notre liberté. Voilà, c'est vraiment notre raison d'être. Et j'ai aussi un parcours de formateur, alors aussi bien dans l'éducation populaire, où j'étais animateur, formateur BAFA, directeur de colo, enfin voilà, j'ai une passion pour l'éducation, pour la formation, pour la pédagogie. J'ai voulu créer une école alternative et j'espère toujours pouvoir la créer. Et en fait, on a monté entre freelance un campus, donc un organisme de formation dans lequel on partage le label Calliope, peut-être que vous connaissez, qui est assez cher. Et donc l'idée, c'est de mutualiser, d'être un peu en commun de travail, avec la particularité d'être en gouvernance partagée, pardon,
d'être géré démocratiquement et dont le consentement est un peu le moteur, entre guillemets, j'allais dire politique, c'est-à-dire la façon de fonctionner est fondée sur le consentement. Voilà en gros. Voilà. Ah oui, tiens, je me disais aussi, donc moi j'étais entrepreneur, je suis entrepreneur depuis un bon moment. Et j'ai été entrepreneur rural, donc je peux représenter un petit bout de la ruralité, parce que j'ai vécu 10 ans dans les Hautes-Alpes, dans un village paumé dans le Dévoluy. Et donc j'ai vraiment expérimenté ce que c'était que être freelance en ruralité, ce qui m'a amené à faire pas mal de déplacements, de faire pas mal de choses en ligne. Enfin bon, voilà, et aujourd'hui je suis à Niort. Niort, pas New York, voilà. Il y a des gens qui, des fois, entendent New York. Bah non, j'ai pas la chance d'être. Enfin, ou la malchance, j'allais dire. Je suis pas un fan des grandes villes, donc j'ai tendance à les éviter. Mais effectivement, je sais que bah, il y a pas mal de missions dans les grandes villes. Donc voilà, nous, on essaye de, de trouver une solution, justement, on va en parler, pour pouvoir avoir une sécurité durable sans pour autant être dans des grandes villes. Voilà pour moi. Parfait, merci beaucoup. Diana, je te laisse reprendre la main. Super. Alors, merci déjà à nos intervenants et intervenantes. Moi, c'est Diana Portela. Je suis ingénieure pédagogique et conceptrice digital learning sur les causes socio-environnementales. Je suis aussi la fondatrice d'Aid for Good qui accueille cet événement aujourd'hui. Alors moi, de mon côté, j'ai eu aussi beaucoup la bougeotte. Donc je suis lyonnaise à la base. Dans mon enfance, j'ai vécu dans le Beaujolais, donc en ruralité. J'avoue que la ville me manquait, donc j'ai vraiment eu envie d'aller à Lyon. Et puis après, j'ai eu quelques années de nomadisme. Donc pardon, on a un micro. Donc pendant 3 ans, j'ai voyagé à travers toute l'Europe, donc avec mon sac à dos, en m'installant à chaque fois un mois dans chaque ville. Donc tout ça, ça m'a forcé aussi à me poser la question de comment trouver du travail en distanciel. Et j'ai beaucoup partagé ces expériences-là sur LinkedIn notamment. Et puis, il y a un moment où j'ai trouvé un endroit qui me plaisait beaucoup où m'installer. Et donc, mon choix s'est porté sur l'Occitanie, le sud de la France. Aujourd'hui, je suis à Sète, une petite ville qui est hyper charmante. Euh, et bientôt, je vais déménager à Montpellier, donc qui est à peine à 15 minutes en train. Mais voilà, en tout cas, je reste dans la région. J'ai eu un coup de cœur pour la région et je reste par là. Mais je pourrais aussi en parler. Finalement, Montpellier, même si ça reste une grosse ville, il n'y a pas du tout la même perception de nos métiers. Et moi, dans mon cas, je ne trouve pas du tout de métier, enfin de mission localement. Mais ça, on pourra l'aborder un peu plus tard. Merci beaucoup Diana et merci à tous les trois pour vos témoignages. Du coup, je vais clôturer. Alors moi, je suis Zénabou Diallo, je suis Digital Learning Manager. Moi, j'ai commencé dans le monde de la formation il y a 10 ans. J'ai également, moi aussi, beaucoup bougé. Enfin, initialement, je suis de Lyon. Je suis passée par Bordeaux, à côté de Dijon. J'ai été un peu en Normandie. Et là, depuis quelques années, là, je suis à Amiens, donc dans le nord, l'extrême opposé de l'endroit de Diana, à dire ça comme ça. Et je te rejoins également, avant que je perde le fil, je veux également dire que je suis membre d'Aid for Good depuis cette année, ce qui a également joué aussi sur la recherche, je dirais, ce qu'on va aborder aussi, la recherche de communauté quand tu te retrouves dans des villes de taille moyenne où effectivement, ne serait-ce que l'idée d'ingénierie pédagogique ne parle pas à beaucoup de monde. Donc, il y a pas mal de choses de questions qui sont liées à nos localisations. Et en fonction, effectivement, c'est vrai qu'à Paris ou à Lyon, ils savent ce que c'est le digital learning, mais dans d'autres endroits en France, c'est un peu abstrait encore. Donc, je pense que ça va être formateur pour nous de discuter et de voir un peu comment est-ce qu'on appréhende à chaque fois qu'on change de ville, quelles sont nos stratégies. Voilà. Alors, super pour l'ensemble de ce tour de table. Avant qu'on démarre, juste un petit mot sur Head for Good, qui on est. Donc, nous, Head for Good, notre mission, c'est de réinventer ensemble la pédagogie de demain pour un futur souhaitable. Et pour cela, on va venir
fédérer des pédagogues engagés de tout l'écosystème éducatif, donc des ingénieurs pédagogiques, des concepteurs, conceptrices, responsables de formation, enseignants, enseignantes, etc., de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. On va avoir des personnes réparties sur toute la francophonie et on va intervenir sur des causes variées, l'environnement, l'accessibilité, la diversité, etc. Et on va venir co-développer des solutions pédagogiques responsables et engagées pour faire de l'éducation un levier de transformation globale et profonde de notre société. Aujourd'hui, donc, on est accueilli par le sommet des freelances du digital learning organisé par Delphine. Un grand merci à elle pour l'invitation. Et le lien entre Ed for Good et ce sommet-là, c'est finalement mélanger humain et éthique, d'où cette table ronde et ces témoignages. Et oui, donc du coup là, on va débuter les échanges. Alors je précise que dans le chat, vous pouvez nous poser vos questions. On essaiera de les prendre au fil de l'eau ou de les inclure au fil de nos échanges. Donc n'hésitez pas, hein. Si vous voulez rebondir sur certaines discussions, s'il y a quelque chose qui vous parle, s'il y a également peut-être potentiellement, on peut peut-être vous apporter des précisions selon vos situations. Donc n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Alors, on va d'abord vraiment aborder toute la question des enjeux, puis après la question des solutions. Donc, d'abord, on va essayer de se focaliser sur en quoi est-ce que ce sujet, il va venir nous concerner ou nous impacter dans notre travail de pédagogue. Donc, peut-être première petite question, ce serait quelle est votre distance avec Paris ou avec la plus grande ville, la ville la plus proche de chez vous, qui serait une ville d'envergure? Je dirais, alors Alix ou Samir, lequel de vous souhaiterait débuter? Comme tu veux, Euh, Alix. oui, en fait, moi, je suis loin, je sais même pas à combien de kilomètres hein, de Paris. Je sais pas, il y a Peut-être, oui, la mer Rome. Noire entre les deux, donc je sais pas. Oui. Par contre, je suis dans une ville, mais la grande difficulté ici, donc je pensais en fait pouvoir trouver un peu des missions localement, mais c'est la langue. Parce qu'en fait, c'est pas du tout un pays anglophone ni francophone, même si c'est fait partie de la francophonie, mais plus par stratégie politique, je pense. Mais donc c'est le russe et l'arménien. L'arménien, c'est une langue ancienne qui est pratiquée que par les Arméniens, et le russe, c'est une langue très très difficile à apprendre. Et comme je bouge tous les 4 ans, voilà, je me suis un peu dit maintenant, je me focus sur l'anglais et l'espagnol. Je n'apprends plus de langue, c'est trop compliqué pour moi. Mais donc il y a vraiment, donc ce fait-là, en fait, je me suis rendu compte après 2 ans que je ne pouvais pas trouver, c'était très difficile de trouver localement des missions. Il y a l'université française en Arménie et à l'école française. Donc j'ai travaillé un peu avec l'université française en Arménie, mais mais voilà, donc j'ai mis du temps à comprendre tout ça, parce qu'il y a pas d'équivalent en plus de mon métier ici. C'est un métier qu'ils ne connaissent pas. Donc, je trouve que aussi convaincre dans une autre langue, l'anglais ça va, mais après en matière de conviction, c'est pas si simple, quoi. C'est pas sa langue. Et alors le métier aussi de formateur et d'ingénieur pédagogique, au fond, la langue est très importante. Tous les mots ont une importance, quoi. Quand on fait un atelier en intelligence collective, bon Dieu, chaque mot est vraiment très très important. Donc en fait, c'est une vraie barrière qui pour l'instant, je ne sais pas la franchir, quoi. Donc, mes clients sont plutôt en Belgique. J'espère un peu étendre en France, mais pour l'instant, parce que je suis belge au départ, hein, c'est plutôt en Belgique. Donc, voilà l'impact. Donc, en Belgique, à Bruxelles ou répartis dans la Belgique? Alors, c'est la Belgique francophone. Ce sera Hmm. pas en Flandre, parce que là aussi, là, j'ai parlé néerlandais, mais après 20 ans d'expatriation, je ne parle plus néerlandais. Je comprends, mais je ne parle plus. Donc, en fait, ça a vraiment fait émerger la problématique de la langue. C'est étonnant. Hmm. C'est pas un métier que je peux facilement faire dans d'autres langues parce que les mots sont vraiment choisis et ont toute même si en anglais, je peux travailler en anglais, mais faire une formation en anglais, je préfère la faire traduire, quoi. Oui. Je sais pas si ça répond à la question. C'est intéressant. Si, si, enfin là, on arrive un peu à situer où t'es, mais ça nous permettra aussi de faire le pont avec l'autre question, mais c'est très intéressant. Peut-être que Samir, tu veux nous dire où toi tu es situé. Oui, moi donc je suis à Niort. Alors moi je calcule pas en termes de kilomètres, mais plutôt en termes d'accessibilité. Alors Hmm. juste pour la petite anecdote, moi, j'ai pas de voiture, donc je suis très voilà
fonctionne énormément avec les transports en commun. Et donc, en fait, je suis à peu près 3 heures de Bordeaux, voire 2 heures en covoite, je crois, 2 heures et demie, je crois. Et puis à moins de 2 heures de Paris, en TGV. Donc finalement, tu vois, de Paris, je suis pas si loin que ça, puisque ça m'est arrivé de faire des missions où j'y vais le matin, je reviens le soir. Et puis Bordeaux, c'est paradoxalement est plus proche, mais moins accessible. Donc oui, ça m'arrive aussi là, tu vois, je vais la semaine prochaine à Bordeaux. Donc voilà. Puis alors, je voulais juste quand même en préambule aussi faire un petit, comment dire, euh, expliquer aussi ma situation, parce que moi je suis pas pédagogue et digital learner. Enfin, je m'inscris pas dans cette dynamique-là, puisque je suis aujourd'hui dans cette coopérative-là que j'ai fondée, où je travaille 100% dedans. Donc, c'est juste pour expliquer en mon jeu, justement, que je suis aussi donc freelance et dans une dynamique, alors pas de recherche et de mission actuellement, mais plutôt de rassembler des freelances. Et donc, pour reprendre la question de l'impact, dans mon contexte, la question c'était de rassembler des freelances locaux, donc à Niort, plutôt dans l'axe formation et dans l'axe numérique. Mais il se trouve que là, on a des difficultés en fait à les trouver ou à les rassembler plutôt pour les freelances du numérique qui sont un peu, j'allais dire un peu geeks. Donc parfois c'est compliqué d'avoir un peu cette approche de rassemblement. Ce qui fait que bah, là, ça m'a impacté parce que d'un point de vue territorial, voilà, on est à Niort en fait. Niort, alors pour la particularité, Niort, c'est la quatrième place financière de France. Les gens le savent pas, mais au classement des places financières, donc on est juste après Paris, Marseille, Toulouse, non, Paris, Marseille, Lyon, je crois, Bordeaux. Et en fait, pourquoi? Parce que Niort a une sorte de particularité, c'est qu'il y a beaucoup de mutuelles. C'est énormément de mutuelles. On a toutes les mutuelles, la Maïf, la MAF, etc., qui brassent des milliards. Et donc énormément de boulot. Ce qui fait que dans cette petite ville, on est à cheval quelque part. Enfin, il y a pas mal de boulot et c'est en même temps une ville à taille moyenne. Donc du coup, pour en revenir à ce que je disais, c'est que Niort, c'est un peu un océan rouge d'un point de vue de la dynamique dans laquelle je m'inscris, de mon travail dans la coopérative. Et donc, bah, un océan rouge, je ne sais pas si vous connaissez, c'est vraiment l'idée que c'est compliqué de trouver, entre guillemets, un axe de travail. Et donc, je m'oriente plutôt dans des endroits de type océan bleu. Et aussi, donc, étant né, on va dire, en mode digital native, pour faire rapidement, je suis aussi très à l'aise dans l'outil numérique et pour moi, c'est un espace à part entière. C'est un espace de travail à part entière. Donc voilà, en gros, pour les impacts. Merci Alors, Samir. je vais peut-être rebondir en plus sur la question pour même y répondre et apporter aussi un autre éclairage. Et en plus, on a des questions dans le chat hyper intéressantes. Alors moi, par exemple, de mon côté, aujourd'hui, je suis... Donc quand j'étais nomade, j'étais dans la même situation qu'Alix. C'est pas possible finalement de trouver des clients localement parce que bah, moi, je bougeais tous les mois. Donc il y avait cette question du télétravail et on a des questions qui vont en ce sens justement. Et aujourd'hui, même en m'étant réinstallée localement, alors pourtant, on parle français, je veux dire à Montpellier, Sète, etc. Mais le vocabulaire n'est pas le même. Par exemple, on a beaucoup de formateurs et moins d'ingénieurs pédagogiques. En tout cas, l'ingénierie pédagogique n'est pas forcément comprise. Donc, c'est pas le même métier finalement. Et c'est assez compliqué d'aller expliquer bah, ce que c'est de l'ingénierie pédagogique, etc. Donc, aujourd'hui, j'ai quand même des contacts d'autres ingénieurs pédagogiques, mais qui me disent aussi également avoir du mal à trouver du travail localement. Donc, en fait, toutes et tous, on travaille un petit peu pour d'autres villes finalement de France. Dans mon cas en particulier, moi, mes clients sont en grande majorité parisiens. Et c'est vrai que voilà, dans Act for Good, par exemple, on référence des annonces d'emploi, etc., dans le milieu de la pédagogie. Et on voit que la grande majorité des annonces sont quand même en Île-de-France et qu'il y a une difficulté quand même pour toutes les autres personnes qui ne sont pas en Île-de-France pour trouver ces missions-là. Donc, on a un peu
deux solutions: réussir à faire du télétravail ou alors créer, enfin, s'insérer dans cet écosystème local, voire créer cet écosystème local. En premier lieu, j'aurais bien aimé qu'on aborde la question du télétravail. Là, on a des Mhm. personnes qui nous disent bah, comment finalement trouver du travail en full remote. Parce que finalement, est-ce que les annonces vont suffire? Est-ce qu'il y a des annonces full remote, surtout en tant qu'indépendant? Euh, voilà, que justement, après cette vague aussi du Covid, on a eu le Covid où c'était beaucoup plus accepté de faire du télétravail. Finalement, il y a un peu une période de retour en présentiel dans les entreprises. Donc voilà, comment vous, vous le vivez aussi, cet aspect-là? Est-ce que vous arrivez à faire du 100% télétravail ou est-ce que c'est compliqué et comment vous y parvenez? Oui, moi, je peux témoigner, c'est que, en fait, je me suis rendu compte récemment que, en fait, en Belgique, c'est pas du tout commun de faire du 100% télétravail. Donc, il y a plein d'annonces en disant il y a du télétravail possible, et quand on va dans les entretiens, des choses comme ça, en fait, ils n'acceptent pas le télétravail. J'avais l'impression qu'en France, c'était plus commun, mais peut-être que non. Je ne sais pas. Donc c'est quelque chose pour lequel, en fait, il y a un moment donné où c'était vraiment difficile pour moi de trouver des missions. Je me dis, c'est pas grave, je vais abandonner et je vais essayer de faire d'être employé à mi-temps, je sais pas, en full remote. Et en fait, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, même en Mm, expliquant que ça peut être une mise en perspective de ce qu'on va proposer plus tard, etc. Et en fait, non, ça ne, donc, ce que je fais maintenant, c'est que quand, par exemple, je réponds à des appels d'offres et tout, je réponds avec quelqu'un qui a un équivalent sur place, qui va faire les ateliers mm, en intelligence collective, plus en matière de conception et des choses comme ça. Et moi, je prends plus le côté design et développement, quoi. Ça, c'est la solution que j'ai trouvée pour l'instant. Ou bien, s'il le faut, je combine un retour, quoi. Un retour, et j'essaie de combiner mm, plusieurs projets, voilà, pour ne pas passer à côté mm, d'opportunités, quoi. Ouais. Donc c'est un vrai mm. souci et Donc, ça a été, et j'ai mis du temps à comprendre ça aussi, hein. Tout ça prend du temps, il y a du ressenti, puis il faut en parler. Donc je suis très intéressée par toutes vos communautés que vous créez parce que je trouve que le full remote, c'est aussi pas mal d'isolement, hein, comme indépendant. Et donc, mm, oui, c'est Samir, il faudrait qu'on parle. Diana, on a déjà parlé. Dès que ma semaine est un peu plus calme, voilà. Mais donc, c'est une vraie question, le full remote. Je trouve pas ça encore très possible. En tout cas, la solution, c'est d'avoir trouvé quelqu'un sur place. Ouais. mm. Ça, Alors, Samir, du coup, voilà, est-ce que du coup, toi, tu es dans une communauté plutôt locale, mais les personnes avec qui tu es dans ta communauté, est-ce qu'ils sont en full remote? Comment ils arrivent à faire sur cet entre-deux? Voilà, comment toi, tu te positionnes? alors nous déjà, on a un fonctionnement en full remote. C'est-à-dire qu'on ne Mm, se voit quasiment qu'en distanciel, avec quelques moments présentiels pour justement le côté humain, la chaleur humaine. Et en fait, voilà. Donc déjà, quelque part, on est éduqué à fonctionner en full remote. Après, en termes de mission, alors moi personnellement, en tant que formateur, hein, je prends avec ma casquette formateur, c'est assez facile de convaincre les clients d'être en full remote parce que quand tu fais une formation, finalement, ça peut être assez court, c'est de 2 à 5 jours. Et donc, bah, on voit tous les uns les autres les intérêts. Donc moi, je suis formateur aussi, donc ben, j'ai eu à faire des formations à Paris ou dans des grandes villes en présentiel, mais en distanciel, je l'ai fait aussi plusieurs fois. Donc ça marche plutôt bien. Donc peut-être que ça dépend aussi bah, on va dire, de l'offre de service. Et ensuite, on a alors pour la question du full remote, moi je me la pose aussi. Alors comme je vous ai dit, j'ai plusieurs casquettes. Avec ma casquette de développeur informatique, ben, le full remote n'est pas si évident que ça parce que avec on a eu pendant le passage du Covid, voilà, l'âge d'or du full remote. Et puis maintenant, un retour plutôt en présentiel, mais un acquis qui fait qu'on arrive quand même à faire quelques jours de télétravail.
Et nous, notre approche d'un point de vue des solutions aussi, c'est d'avoir un peu une approche hybride et collective. C'est-à-dire que là, chez nous, il y a des personnes qui sont à Nantes, des personnes qui sont à Niort. Notre communauté, bien que locale, elle s'organise de façon distancielle. Et donc, le fait d'être plusieurs comme ça nous permet de, on va dire, d'avoir la capacité à détecter des missions collectivement qui est quand même plus intéressante. Puisque quand à Nantes, quelqu'un trouve une mission avec éventuellement un client, ben, en fait, je peux, on peut se convaincre qu'il peut y avoir une bonne partie en full remote. Voilà. En fait, moi, j'ai des facilités à me déplacer, donc souvent, ça va être le premier déplacement pour se voir en réel, et ensuite, une fois qu'il y a eu je pense qu'on a besoin de ce premier contact humain réel, de se voir en face à face assez rapidement. Et c'est pour moi un lien de confiance d'abord à créer pour ensuite pouvoir suggérer le distanciel qui est beaucoup plus, la pilule entre guillemets est plus facile à faire passer que de but en blanc comme ça, proposer un full remote. Après, les full remote, c'est plus facile aussi dans un contexte international. Donc moi, je fais aussi partie des communautés du libre, de l'open source, etc. Et en fait, là, on a une facilité à travailler en full remote puisque tous les projets informatiques sont en open source. Et je pense aussi que ça peut être une force de développer des projets collectifs nationaux où là, la question du full remote devient naturelle en fait. Enfin voilà un petit peu les axes de solutions que j'ai pu explorer dans la question du full remote. Ah, c'est très intéressant parce que moi, ça me fait penser à quelque chose, parce que je me demande du coup comment est-ce que vous faites un peu localement, parce que, enfin, il y a peut-être deux aspects. D'abord, est-ce que localement, par exemple, vous avez recréé une forme de communauté, un peu ce qui s'est développé un peu en France, les apéropédagos, un peu qui se développent un peu dans toutes les villes, où on essaie de recréer aussi du lien pour se partager. Moi, je sais que en me rendant à certains apéros pédagogiques, les gens se partagent les annonces, ou s'il y en a un qui décide de changer d'emploi, ou s'ils ont des options pour des missions, des clients, ça peut être un peu plus simple. Parfois, effectivement, de trouver des personnes qui savent vraiment dans le domaine dans lequel vous êtes. Et que ce que ça, vous avez trouvé des communautés, peut-être, ou des gens plus localement qui vous aident à répondre à ces problématiques, ou pas forcément. Non, en fait, d'un point de vue local, la manière dont on s'organise, c'est que on fait du distanciel pour travailler et du présentiel pour le plaisir, grosso modo, si tu veux. Donc le présentiel, on va pas forcément le faire. Voilà, ça va être plutôt pour la convivialité. Je te donne un exemple. On s'était donné rendez-vous pour faire voilà, des jeux coopératifs, par exemple. C'est vraiment pour créer du lien, le présentiel. Par contre, en distanciel, on fait des rendez-vous très réguliers, toutes les semaines, pour gérer ensemble notre coopérative et aussi se donner des possibilités de mission, de s'informer les uns les autres. Et puis surtout, on utilise beaucoup la messagerie instantanée où on y est constamment et où on s'envoie des tips, des missions qu'on a repérées chez notre client. En fait, le fait d'être en collectif, c'est un peu comme si tu es un super humain, c'est-à-dire qu'en fait, tu as des yeux partout. Tu as des yeux chez le client, tu as des yeux voilà, à Nantes, tu as des yeux et en fait, nous, notre idée, c'est d'avoir un peu un fonctionnement hybride, c'est-à-dire qu'on a des cellules qui émergent un peu comme ça en fonction des personnes qui rentrent. Tu vois, on a des personnes qui sont rentrées de Nantes, bah, hop, ça fait une cellule nantaise, on a la cellule niortaise. Moi-même, je suis de Perpignan à la base, donc j'ai aussi un ancrage dans le sud. Donc, comme je bouge aussi, bah, ça permet de faire un peu du lien. Et, euh, et c'est vraiment, on va dire, beaucoup de communication distancielle pour se trouver des missions éventuellement distancielles, mais aussi présentielles. Voilà. Et en fait, avec cette facilité de bouger, je pense à partir du moment où tu bouges, mais où c'est pas des mois, si tu veux, mais l'idée de bouger, d'aller voir le client quelques jours, de revenir et d'installer du distanciel. Pour moi, c'est une combinaison qui fonctionne plutôt correctement en fait.
Bah, merci beaucoup, Samir. Et Alix, toi, est-ce que peut-être localement ou peut-être il y a des événements Oui, qui t'ont permis de trouver peut-être plus facilement? alors non, il n'y a pas d'événement pour que... j'ai pas trouvé, mais par contre, il y a la communauté d'expatriés. Ou par exemple, j'ai travaillé pour certaines agences des Nations Unies, par exemple. Parce que là, entre expatriés, il y a des contacts qui se font très très vite. Donc voilà, et ça c'est vrai qu'on a un café un peu d'expat, de spouse off, parce que c'est plutôt les sponsors se retrouvent tous les mardis. Et là, forcément, on échange. Il y a, voilà, et c'est comme ça aussi que j'ai fait la connaissance de personnes travaillant pour les Nations Unies. Mais non, il n'y a pas. Et en fait, de nouveau, il y a la barrière de la langue est très forte. Hein. En fait, mais l'anglais, c'est pas du tout une langue utilisée ici. Alors, par les Arméniens de la diaspora, oui, mais par les Arméniens d'Arménie, non. Donc, voilà, faut tenir compte de ça. Euh, oui. Après, en Belgique aussi, on est beaucoup moins structuré qu'en France. Notre secteur du learning, du digital, etc. Et, euh, et en plus, comme il y a une partie néerlandophone et francophone, ce sera sans doute deux communautés différentes. Je sais qu'il y a des tentatives de faire les deux, mais voilà, tout ça n'est pas encore très structuré, n'est pas encore très assis. On n'a pas de EdTech Belgique, Belgium ou quoi. Donc, je sens qu'en France, c'est quand même beaucoup plus structuré, hein, vraiment. Il n'y a pas de labellisation Calliope, il y a pas de... On est vraiment beaucoup plus à la fois libre et à la fois pas bien représenté, quoi. Ouais. Merci pour vos deux témoignages. On voit qu'en tout cas, en termes de solutions, et je confirme aussi pour l'avoir vécu, qu'il y a quand même une question de s'entourer, donc les communautés, etc., qui peuvent aider à trouver des missions, mais au moins aussi de se sentir moins seul, parce que le fait aussi d'être des fois dans des villes où on peut avoir moins de personnes qui font le même métier, etc., ça permet quand même de retrouver ses pairs et aussi de sortir comme de l'isolement, des fois du freelance, et potentiellement trouver des missions. Chez For Good, on a aussi cette dynamique-là et qui aide quand même aussi voilà, à repérer les missions, mais surtout à repérer ses pairs et à discuter ensemble. Et je vous rejoins aussi sur cette deuxième solution qui est de dire, bon, si le télétravail, ça passe pas complètement, de pas hésiter à faire le déplacement et d'y aller. Moi, je sais que là, presque toutes mes grosses missions, alors dans mon cas, j'ai des clients où on a des contrats qui durent à chaque fois 2, 3 ans. Mais au départ, ben, en fait, je vais me déplacer une fois sur Paris pour qu'on se rencontre. Et après, le lien est beaucoup plus fluide et Hum, se fait un petit peu mieux. Et c'est vrai que de créer une fois ce contact-là, ça peut aider. Mais malgré tout, on voit quand même qu'il peut y avoir un recul du télétravail et qu'il y a quand même une concentration dans certaines villes pour certaines missions. Donc, voilà, selon là où on est, la distance train, etc., véhiculée ou non, ben, on fait, en fait, on fait face à des obstacles qui peuvent être complètement différents. Et pour rappeler aussi, les témoignages qui sont donnés ici sont liés à nos situations propres et même un témoignage finalement, enfin même en étant dans la même situation, on peut le vivre tout à fait différemment, d'où le fait de se nourrir finalement des différents témoignages, des différentes communautés pour avoir un regard un peu plus large sur la question. Alors, on va clôturer cette table ronde, mais est-ce qu'en une petite phrase, vous pouvez nous donner un dernier mot, un conseil pour les personnes qui justement peuvent être un peu plus isolées et souhaiteraient quand même trouver des missions, ou un mot à passer aux organisations qui se concentrent dans les villes, au choix. Moi, je dirais, il faut ne pas avoir peur de dire qu'on cherche des missions, quoi. Et vraiment d'en parler autour de soi en disant, là, ça fait 3 mois que j'ai rien, vraiment, je cherche des choses avec qui tu pourrais me mettre en contact, etc. Donc, de pas dépasser enfin, moi, j'ai jamais eu de honte, mais ça pourrait être une honte, en fait. Et alors, effectivement, de s'insérer euh, dans des coopératives, etc. C'est un monde que je dois encore découvrir, hein, vraiment. Donc, tout ça prend du temps. Et alors, en fait, je le dis à la fois pour moi parce qu'on me l'a dit, mais
en fait, moi, plein de fois, j'ai eu un peu des moments désespérés, hein, vraiment, de me dire, mais ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et en fait, on me disait, mais ne lâche pas. C'est- Tu as une expertise et ça me fait tenir moi-même, quoi. Donc, j'ai envie de le partager, même si je l'expérimente encore. C'est de ne pas lâcher parce qu'en fait, quand on a une expertise et les quelques missions que j'ai eues cette année, j'en ai pas eu beaucoup, mais tout le monde me disait, mais franchement, on a fait un super boulot ensemble. Donc voilà, ça me fait tenir, même s'il y a des hauts et des bas très forts. Et je pense que là, en vous entendant, Samir, Diana et tout, c'est vraiment le côté communautaire et malgré la distance qui est fort, quoi. Et c'est vrai que les WhatsApp, je voyais dans le chat, le WhatsApp pour ça est terriblement WhatsApp, c'est génial en fait. Oui, c'est vraiment un bon support et voilà. Merci pour ton partage. Alors, Samir, est-ce que tu as voilà, un dernier conseil à nous donner? Moi, si j'avais un conseil, c'est de se rassembler. C'est Mhm. vraiment de se rassembler. Parce que finalement, là, on se pose la question des missions, enfin, en full remote ou distanciel ou télétravail, etc. Mais déjà, c'est trouver des missions tout court, le problème. Mhm. En fait, moi, ce que vraiment je suggère, c'est si vous êtes dans une ville et c'est vrai qu'il faut avoir cette énergie hein, de Oui. rassembleur. Mhm. C'est vrai qu'il y a un côté locomotive, hein, donc déjà d'aller s'écouter, de ressentir si on est là-dedans et si vous êt là-dedans. Et il y a une probabilité qu'il y ait au moins il y ait une personne pas trop loin de vous qui soit dans cet état d'esprit. Bah, faites des meet-up, contactez-vous sur LinkedIn. Là, je me disais, on pourrait, je lance une idée un peu comme ça, mais pourquoi pas ne pas cartographier en fait les digital learners qui sont en France et ailleurs, et de voir en fait dans cette carte, de se dire, bah, tiens, il y a des gens qui sont à côté, etc. De façon à ce qu'on se rassemble et l'union fait la force parce que en s'alliant, on a beaucoup plus de chances déjà de se structurer. Parce que tout seul, on a souvent un peu du mal, on est Mhm. un peu désordonné. Je trouve, pas tout le monde, hein, mais on a un peu cette facilité de se dire bah, je fais comme je peux. Alors qu'à plusieurs, naturellement, on va se dire mais comment on fait, comment on se répartit les tâches, etc. Donc on crée une puissance par l'union. Et donc, on augmente les probabilités de trouver du boulot aussi bien présentiel que distanciel. Voilà un peu mon conseil, donc rassemblons-nous. Voilà. Merci beaucoup, Samia. Je plus sois. L'esprit de communauté, effectivement. Eh ben, je n'aurais pas dit mieux. Franchement, rassemblons-nous. C'est aussi pour ça qu'Aide for Hug est créé et qu'on a aussi cet aspect local qu'on veut beaucoup développer. Mais oui, clairement, rassemblons-nous, entraidons-nous. Et il y a des belles choses qui se passent quand on commence à être dans cette coopération là et voilà, cette entraide-là. Alors, je sais Juste, que Je j'ai voudrais passé beaucoup rajouter de que quand Diana, même, en plus, ouais, le Ah, alors, secteur de la formation est très partageur, quoi, est très généreux. Donc ça m'a vraiment hmm. surpris en y entrant il y a 10 ans. Donc c'est quelque chose qu'il faut activer. C'est des leviers vraiment intéressants. Voilà. ouais. Et une petite Merci. parenthèse, Diana, vraiment, je pense que c'est très important parce qu'il y a des lieux spécifiques pour se rassembler. Alors moi, je suis responsable d'une CAE, une coopérative d'activité d'emploi. C'est pas très connu, malheureusement, mais il y en a 150 en France. Il y en a probablement une près de chez vous. Et donc, ce sont des coopératives d'entrepreneurs où vraiment l'idée, c'est de s'associer ensemble et de s'entraider à trouver des missions. Et vraiment, ça peut être aussi une bonne piste. Si vous voulez, c'est un peu le portage salarial côté économie sociale et solidaire. Enfin voilà, il y a vraiment cet aspect-là. Et pour moi, ça peut être des portes d'entrée aussi pour se rassembler. Voilà, un peu facile. Il y en a à Montpellier, il y en a à Bordeaux, il y en a un peu partout. Voilà, nous, notre particularité, c'est qu'on est une coopérative online. Voilà, mais en tout cas, vraiment, je vous invite à vous rassembler dans ces lieux-là qui sont un peu comme des incubateurs d'entrepreneurs. Alors, merci beaucoup pour ces Oui. partages-là. On pourra aussi continuer à échanger sur le Discord parce que j'ai aussi un respect du timing à avoir sur cette table ronde. Merci beaucoup pour les échanges hyper riches. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans le Discord où on pourra répondre, etc. Et pour le maître mot de la fin, donc l'entraide, le partage. Et surtout, un grand merci à toutes les personnes présentes, à Delphine pour son accueil, à nos intervenants, intervenantes et ma co-animatrice Zenabou, et à toutes les Merci. personnes qui nous ont suivis. Oui, merci beaucoup, c'était très intéressant, très riche.
Et ça, on a pu trouver quelques pistes, donc pourquoi pas. C'est Super, aussi. merci à vous. Merci à nous. Merci beaucoup. Alors,